Bonjour et bienvenue dans l'émission Cap ou pas Cap, l'émission de ceux qui relèvent leurs défis. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir sur le plateau David Dejanovic. Bonjour David. Bonjour Julienne. Comment vas-tu? Ça va toujours aussi bien. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis directeur des opérations France chez Techahome Solutions, qui est un des leaders des montes escaliers pour les personnes à mobilité réduite. Mais je te connais un petit peu et il me semble que tu n'as pas toujours fait ça dans ta vie. Non. Donc, quels ont été tes précédents métiers? Qu'est-ce que tu faisais du coup avant? Oula, si on prend le fil dès le début, j'ai commencé en tant que forcément un peu d'intérim dans le monde industriel, même dans le triage d'archivage dans certaines entreprises. Et après, j'ai évolué en tant que dessinateur industriel, ce qu'on appelle dessinateur projeteur. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai évolué avec cette ambition-là, toujours changer. Et effectivement, je suis passé côté bureau d'études. Après, je suis passé dans le digital, où j'ai pu accompagner notamment le gouvernement ou des grandes entreprises. J'ai créé aussi ma propre entreprise dans le digital. Et aujourd'hui, je me retrouve à diriger une bonne partie de l'entreprise où je suis actuellement. Alors, j'ai un directeur général forcément, mais plutôt partie opérationnelle. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclencheur entre toute cette première partie côté dessinateur, bureau d'études et la création de ton entreprise? Je pense que en fait, c'est plutôt une addition de plusieurs éléments. Au début, quand tu te lances dans la vie professionnelle, il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, ils veulent absolument faire ça. Et moi, j'ai toujours eu cette problématique-là de jamais vraiment savoir ce que je voulais faire. Donc en fait, j'avançais au fur et à mesure comme ça. Je disais, ah bah tiens, j'aimerais bien essayer ça. Ah bah maintenant, je vais essayer ça. Et en fait, à chaque fois, j'essayais de jumper en fait d'une entreprise à une autre, mais en changeant complètement de secteur et autres éléments. Et en fait, ce qui a permis de passer du côté bureau d'études vraiment, je dirais, industriel à la partie entrepreneuriale, c'est une expérience personnelle qui a fait que je me suis dit, ben oui, en fait, j'ai quelque chose en tête. J'ai l'impression que personne n'y a pensé ou que partiellement. Et j'aimerais pouvoir en fait pallier à ces problématiques-là que les gens connaissent. D'accord. Donc, au début, il y a eu de la curiosité et le fait de saisir certaines opportunités, d'aller dans des domaines qui te plaisaient, de jumper comme ça. Et là, pour l'expérience entrepreneuriale, c'est toi, tu dis, OK, il y a un besoin. Oui. Moi, je me rends compte que j'en aurais besoin. C'est ça. Mais il n'existe rien aujourd'hui qui répond à ce besoin-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que si je me rappelle bien, c'est Rendez-vous chez moi. Est-ce que tu peux me dire comment tu as créé du coup ce projet-là? Quelles ont été les étapes par lesquelles tu es passé pour pouvoir développer ce projet? Alors effectivement, pour répondre à ton intuition, c'est vraiment parti d'un constat personnel. Ce que j'aimais dire aussi à ce moment-là, c'est que ma femme, elle venait d'accoucher de mon premier enfant, ma fille, et on s'est aperçu que oui, les infirmières à domicile, c'est très compliqué. Des soins à domicile, c'est très compliqué aussi, c'est-à-dire que le manque de soignants, certes, mais aussi la prise de rendez-vous, enfin, c'est juste incroyable la complexité que ça peut avoir. Et je me suis dit, ma femme ne doit pas être la seule dans ce cas-là. Et en creusant, en tirant un peu le fil, je m'aperçois, en fait, il n'y a pas que le domaine de la santé, il y a aussi le domaine du BTP, d'autres domaines comme ça, de services à domicile, où on rencontre de nombreuses difficultés à pouvoir trouver un professionnel, de pouvoir surtout en trouver un qui vienne à domicile. Et en fait, c'est parti de ce constat-là, et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas, là, tout de suite, le moment de lancer cette machine entrepreneuriale, et surtout, en fait, pour répondre à ce besoin-là, où je pense clairement, et ça s'est confirmé par la suite, où voilà, il y a des centaines de milliers, voire de millions de Français qui étaient dans ce besoin-là. Après, pour répondre à la question, effectivement, je passais par plusieurs phases. Donc, il y a déjà ce constat-là de voir vraiment s'il y a un réel besoin ou pas. Ensuite, la deuxième partie, c'est de se dire, on n'est pas les seuls, ma femme et moi, à avoir ce besoin-là. On va faire une sorte d'étude de marché pour voir les personnes. Typiquement, je me baladais dans ma ville à Montmorency, dans le Val d'Oise.
pour songer un peu, pour sonder pardon, un peu les personnes et se dire ok, quel type de besoins vous avez au quotidien. Et j'allais voir en fait des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite. Et en fait, ça allait sur le terrain. Ah oui, mais en fait, si on reste derrière un bureau et à jouer aux devinettes, le business se plante à 99% des cas. Donc en fait, il faut vraiment se dire que pour lancer un business, il faut vraiment une partie complètement immergée. Il faut vraiment aller voir les premiers intéressés parce que en créant un outil digital, tout comme un produit physique, hein, il faut aller déjà voir qui en a besoin, pour quels besoins précisément, la fréquence d'utilisation, enfin toutes ces choses-là, et se dire, ok, bah, en fait, aujourd'hui, on a un réel besoin qui est comme ça, et moi, bah, en fait, il faut que je mette une solution. Donc, en fait, bah, faire cette étude de marché-là directement d'un point de vue utilisateur, ensuite faire une étude de marché forcément concurrentielle. Et l'avantage que j'ai eu à cette époque-là, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises spécialisées dans un seul domaine. Beaucoup connaissent Wikasa ou des choses comme ça. Et en fait, ils sont vraiment juste sur un domaine spécifique. Avec Rendez-vous chez moi, la force que j'ai eue, c'était certains médias me qualifiaient vraiment comme les pages jaunes 2.0. C'est-à-dire on arrivait à trouver n'importe quel professionnel qui acceptait de venir à domicile sur une seule et même plateforme. Donc un plombier, un coiffeur, une infirmière. Exactement, tout, et même un taxi. On avait les taxis aussi qui étaient référencés. Enfin, on avait à peu près entre 69 et après vers la fin 72, 13 métiers référencés. Parce qu'on avait carrément des professionnels qui nous appelaient en disant bah, mon métier n'est pas référencé, est-ce que vous pouvez l'ajouter? Ok, mais ça représente quoi? Combien? Et en fait, à chaque fois que je rajoutais un métier, je faisais une étude de marché. Et je pense que il est super important de faire une étude de marché tant bien par rapport à la concurrence, mais aussi par rapport aux utilisateurs. Parce qu'un produit, on peut le créer, un produit physique ou digital, mais sans utilisateur, en fait, ça ne sert strictement à rien. Oui, complètement. Et comment tu as fait, toi, pour pouvoir développer ça, tout en garantissant, aussi en sécurisant toute la base revenu de ta vie? Est-ce que tu étais salarié en même temps de monter ton projet? Est-ce que tu t'es lancé dans le grand bain directement? Comment est-ce que tu as lancé ton activité? Alors, l'activité, je l'ai lancée en fonds propres. Donc, en fait, c'est des économies de famille et de plusieurs années de travail qui ont fait que j'ai lancé Rendez-vous chez moi. Dans un second temps, j'ai cherché quand même de l'aide un peu à gauche, à droite par rapport à certaines aides locales qui existent par rapport aux régions et autres. Le projet était trop jeune pour eux. Ils voulaient beaucoup plus d'avoir de business angel, entre guillemets, dans le cercle proche, la famille qui investissait. Et après, si l'affaire prenait, bah forcément, ils allaient investir. Business angel, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des personnes qui vont investir. Exactement, en fait, c'est des investisseurs comme on peut en voir à la télé ou plus dans des clubs privatifs. Oui, voilà, s'ils sont intéressés, ils vont venir contre un certain pourcentage du capital ou pas. Ça dépend après la méthodologie de chacun. Mais c'est vraiment des personnes qui vont venir investir dans l'entreprise. Et là, pour le coup, c'est vraiment important de pouvoir se dire que oui, on va avoir il faut qu'on trouve des investissements, il faut qu'on puisse se dépatouiller à un moment donné et de se dire ok, bah, j'ai pas d'investisseur, j'ai mon fonds propre. Bah, la première étape, c'était de lever un crédit à la banque. Se dire bah, ok, on nous a octroyé un certain montant. Et en fait, avec ce montant-là, se dire ok, donc je suis mon propre salarié, mais j'ai pas suffisamment les moyens pour embaucher. Donc du coup, bah, j'ai externalisé la globalité de mon entreprise. C'est-à-dire que j'ai eu des community managers, un service client, un service de communication, etc., etc., etc. Mais tout était externalisé. C'est des prestataires, en fait, des prestataires... Ouais, c'est des prestataires externes et ça représentait une équipe à peu près de 50 personnes. Donc en fait, c'est eux qui m'ont aidé à développer davantage l'entreprise, à aller plus vite sur le marché français pour pouvoir l'attaquer. Et ça a fait un vrai effet boom. Alors moi, je ne m'y attendais absolument pas, mais c'est vrai que ça a fait un effet boom en France parce que ça m'a permis effectivement de me développer assez rapidement, beaucoup plus rapidement que je l'aurais pensé. Et de par de là, en fait, ça a permis aussi de développer une antenne à Londres. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu es passé de Rendez-vous chez moi, de ce projet entrepreneurial, au projet suivant de Product Manager? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à trouver des investisseurs.
On avait fait, j'avais un avocat, et je l'ai toujours hein, dans mes contacts, mais vraiment quelqu'un de très professionnel et qui était spécialisé dans les droits internationaux, qui avait rédigé le contrat donc d'investissement. En fait, j'étais prêt à lever 3 millions d'euros. Et 48 heures avant la guerre en Ukraine, les investisseurs se sont retirés parce qu'ils ont eu l'information que la guerre allait être déclarée. Et comme il y en a certains d'entre eux qui avaient des entreprises aux États-Unis, en Russie, enfin un peu partout, c'est des investisseurs étrangers, parce qu'en France, ils étaient très fébriles en fait pour investir dans du early stage. Et donc du coup, ils se sont retirés et à 48 heures de la signature, malheureusement, j'ai dû... c'était compliqué. Très compliqué et j'ai pu maintenir encore 1 mois ou 2 mois l'entreprise. Le problème, c'est que dans le product management, on vous apprend une chose, et dans le monde du digital ou même dans le monde de l'entreprise, c'est que quand les bénéfices égalisent les charges, tout ce qui sort en besoin de fonds de roulement, ça sort de ma poche. Oui. Sauf que ma poche, c'est pas Crésus. Et donc du coup, j'ai dû faire face à une réalité qui était malheureusement fermer l'entreprise. Mais pour moi, ce fut une expérience en fait. Je crois que le mot enrichissant est vraiment faible par rapport à la façon dont je suis sorti. Alors oui. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai mis beaucoup d'énergie, j'en ai fait des nuits blanches, mais c'est ce qu'il faut en fait pour aller vers de la réussite. C'est une expérience qui m'a fait grandir énormément et c'est à ce moment-là en fait où j'ai basculé dans le product management, c'est que en fait l'une des équipes que je manageais entre guillemets, c'est une entreprise qui s'appelle Upvisory qui développait en fait mon site internet, mon application, etc. Et en fait, lorsque j'ai fermé les portes, Upvisory m'a dit écoute, on a beaucoup aimé collaborer avec toi. Est-ce que ça te dirait de venir chez nous en tant que coach produit pour accompagner des grandes entreprises ou le gouvernement, parce que ça tombe aussi dans leur carnet d'adresses, pour pouvoir les accompagner à développer leurs produits, leur stratégie digitale, leur marketing, etc. Je me suis dit pourquoi pas rebondir très vite, et j'ai rebondi en tant que coach leader product management. Quelles sont les compétences que tu as pu développer, que ce soit dès tes premières expériences ou au moment du lancement de Rendez-vous chez moi, et qui t'ont servi aussi derrière chez Upvisory? Je pense que c'est le pas en arrière lorsqu'on a l'impression d'avoir fini quelque chose. Je m'explique, lorsque j'ai coaché le ministère de la Santé, du Travail, j'ai coaché Veolia, j'ai coaché de nombreuses grandes entreprises, LVMH aussi. Et en fait, on a l'impression que par rapport à la roadmap, on a fini une tâche. Et au lieu de se dire juste donne, un peu comme quand on était petit à l'école, on faisait nos devoirs, on disait, ça y est, c'est fini, je le pose de côté. Se dire attends, fais un step en arrière et visualise vraiment, est-ce que tu l'as bien fini? Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que l'impact, il est là? Ou est-ce que juste tu as fait une tâche de ta roadmap, mais derrière, l'impact est minime? Et moi, ce que j'aime, en fait, et c'est ce que j'ai développé avec Rendez-vous chez moi, c'est la frugalité. C'est-à-dire comment faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. Et c'est exactement le mindset que j'ai intégré, en fait, dans toutes les équipes, dans tous les endroits où j'ai pu... aller via Upvisory pour coacher les gens, c'est de se dire, OK, on a très peu de moyens, parce que les budgets sont restreints ou autres, ou sinon on veut faire des A/B testing, c'est-à-dire tester un peu nos idées, que ce soit des solutions digitales ou marketing ou autres, et de se dire, OK, on ne veut pas investir énormément d'argent, mais j'ai besoin de challenger quand même ma solution, mon idée. Et donc en fait, c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est vraiment ce pas de côté ou le pas en arrière, de se dire ok, j'ai toute la vue, mais est-ce qu'avec ça, je peux vraiment aller au-delà de mes objectifs, mais pas juste de les atteindre. Est-ce que dans toutes ces périodes de transition, tu as eu des moments de doute, des moments où tu as eu de l'appréhension, de la peur, des questions qui te sont venues, et comment tu as géré ça? Comment te dire? Je pense que les doutes, tu en as tout le temps. Si tu es trop à l'aise, je pense que tu ne vas pas dans le bon sens. C'est mon point de vue. Il se peut que je me trompe, mais c'est mon vécu à moi. Je pense que quand tu es trop à l'aise dans un truc et tu es trop confiant, il se peut que tu te plantes à la fin. Alors au début, peut-être pas, mais la finalité, tu vas te planter. C'est un constat. Je pense que des craintes, j'en ai eu vraiment à chaque étape
de ma vie professionnelle comme dans une vie, dans un domaine, dans une expérience, j'en ai eu à chaque fois, tout le temps. À chaque fois que j'ai une problématique et je mets en place une solution, même encore aujourd'hui, hein, en tant que directeur des opérations, j'ai des problématiques, j'ai la solution, je vais pour la mettre en place, mais j'ai quand même une crainte. Se dire, ok, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je vise bon, pas bon? Alors, j'ai tout qui prouve que oui, mais j'ai toujours cette crainte-là parce que c'est pas une question de manque de confiance en soi. C'est vraiment ce besoin-là de frugalité, mais aussi de se dire, en fait, je veux donner toujours à chaque solution, qu'elle soit petite ou grande, le meilleur de moi-même. Et est-ce que là, j'ai vraiment donné? Et en fait, c'est une crainte en fait, qui me challenge plus que le fait d'avoir peur d'une situation et de m'enfoncer dans mon siège. Ça ne te paralyse pas, ça te booste, non, au contraire, exactement. Et à donner le meilleur de toi-même. Exactement, exactement. Ok, et comment tu es passé d'advisory à ce poste que tu occupes aujourd'hui en tant que directeur des opérations? C'est une longue... Alors, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais dit jamais de la vie ça se produirait. En fait, il faut savoir une chose, c'est que TK Home Solutions, qui à l'époque s'appelait ThyssenKrupp Casa, qui est une filiale en fait des ascenseurs ThyssenKrupp, était mon tout premier CDI. C'est justement là où j'ai eu mon expérience de BU, c'est-à-dire j'étais chef de projet et avant j'enchaînais des CDD, intérim, voilà, dans des petites entreprises et c'était mon tout premier CDI. Et en gros, je ne sais pas pourquoi, et encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime cette entreprise-là. Alors que ce n'est pas la mienne, hein. Ce n'est pas du tout la mienne. Et comme dans toute entreprise, il y a des hauts, des bas, des choses et tout. Mais je ne sais pas, absolument pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé cette entreprise-là. Est-ce que c'est par du management ou par les gens qui m'ont managé? Je ne sais pas. Mais, et donc, du coup, lorsque je suis parti de TK Home Solutions, anciennement ThyssenKrupp Casa, en fait, j'étais 3 ans là-bas, mais pile poil. Hein. Je suis arrivé un 3 novembre 2014, je suis parti le 3 novembre 2017. Ce n'était pas calculé. Et en fait, je n'avais pas la possibilité d'évoluer. Moi, ce que j'aime en fait dans la vie professionnelle, c'est me nourrir et, si possible, d'évoluer dans l'entreprise. Et après, si je ne peux pas évoluer dans l'entreprise, tant qu'on me nourrit psychologiquement par des challenges, par plein de choses, moi, ça me va en fait. Je n'ai pas besoin de devenir le PDG de l'entreprise pour me dire que je suis nourri. Il faut que tu aies le sentiment d'apprendre, d'évoluer, de grandir, de t'enrichir dans l'entreprise. Oui, et c'est un double levier. C'est ce premier levier-là. Et le deuxième, c'est de se dire, tout ce que je mets en place, j'arrive à palper l'impact que ça a. Et en fait, je suis arrivé au summum de ce que je pouvais à ce moment-là. On avait fait des records à l'époque dans l'entreprise parce que j'avais mis plein de choses en place. On a réussi à rendre vraiment beaucoup plus efficient en fait, les process et autres éléments. Et derrière, en fait, on se dit, est-ce que je reste ou je pars? Je suis parti parce que j'ai plus de possibilités et j'étais arrivé au max. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, toutes ces années-là, je suis resté en lien avec mon binôme. Et il faut savoir que j'ai un binôme qui s'appelle Romain et qu'on est arrivé à 2 semaines d'intervalle, mais on a signé le même jour le CDI. Et lui aussi, c'était l'un de ses premiers CDI. Moi, c'était mon premier CDI. Et on est arrivé en même temps, on a été embauché par Xavier Boileau, qui à l'époque était directeur commercial. Et en fait, Romain, lui, a évolué dans l'entreprise. Xavier a évolué dans l'entreprise puisqu'il est passé directeur Europe. Sauf qu'après, la France a connu un petit déclin ces dernières années et reparachuté en France. Il a ramené Romain avec lui parce que lui aussi, il a évolué en Europe. Et pourquoi je fais cette parenthèse-là? C'est que nous, on est toujours restés en contact. Et là, en fait, avec cette petite glissade d'un point de vue opérationnel en France, ils m'ont dit écoute, est-ce que ça t'intéresserait de revenir? Mais ouais, mais à quel poste? Enfin, qu'est-ce que tu vas me donner? Et il sait très bien, en fait, on n'a même pas parlé de salaire. Le salaire, je crois que c'est venu vraiment à la fin parce qu'il fallait écrire un truc sur le contrat. Mais en fait, c'est qu'est-ce que tu vas me donner? Comment tu vas me nourrir, etc. Il me dit, tu es directeur des opérations France. Ok, ça me plaît bien parce que je sais ce qu'il y a derrière. Et je lui ai dit, et il peut en témoigner, je lui ai dit, je lui ai posé juste une question. Je lui ai dit, peu importe ce que tu vas me dire, comment tu vas argumenter les choses, est-ce que tu me donnes juste carte blanche? Il m'a dit, je te donne carte blanche tant que tu me tiens au courant, moi ça me va. Ok. Et à partir du moment, je lui ai dit ok. Il m'a dit, non, mais attends, il y a ça, il y a ça comme challenge. Non, mais tu m'as donné carte blanche, tu peux mettre tous les challenges que tu veux. Je suis ton homme. Et en fait, ça s'est fini comme ça.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je le vois en levier. Toi, c'est ton levier de motivation, du challenge, d'avoir cette carte blanche, d'avoir du coup cette autonomie, ce périmètre où tu vas pouvoir mettre en place des choses. Et c'est intéressant pour chacun qui fait des choix professionnels et des transitions professionnelles ou qui a envie d'être plus en accord, plus aligné dans sa vie professionnelle, de pouvoir bien se connaître et de savoir qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui fait que je vais me lever chaque matin avec la pêche, avec l'envie d'y aller, avec l'envie de donner le meilleur de moi-même, de me dédier, de m'impliquer dans l'entreprise, dans les projets que je gère, qu'est-ce qui m'anime et je pense que c'est vraiment une question qui est essentielle. Et je trouve que ça transparaît très bien dans le fil rouge de ton parcours, de ces challenges, cette curiosité, le fait de te nourrir, comme tu dis. Et ça t'a permis à toi de faire un parcours que tu n'aurais pas pu imaginer il y a 10 ans. Exactement, exactement. Et en fait, ça permet aussi de sortir un peu de ce cliché-là. Enfin, je ne sais pas comment le qualifier honnêtement, mais on a l'impression que dès le lycée, on doit déjà se dire « ouais, je veux faire tel métier, donc il faut faire Parcoursup, il faut faire ci, il faut faire ça. Je veux absolument faire ça parce que si… » Enfin, moi, je me suis juste dit… En réalité, ce qui m'a toujours animé, c'est mon père, à l'époque, il avait une entreprise de transport. Et ça, je pense que c'est l'élément déclencheur psychologique pour moi. C'est quand je le voyais le samedi matin réunir tous ces chauffeurs autour de la maison, dans le salon de la maison. Hein. Ils étaient 12, là, ils étaient réunis, lui, au haut de la table. Et c'est la table à manger. Hein. C'est pas un bureau, classe. C'est la table à manger. On mange pizza, McDo, des plats de chez moi. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, c'est ça qui m'a réellement animé. Me dire, j'aimerais être à sa place un jour. Et c'est pas juste se dire, j'aimerais être PDG d'une boîte. Encore une fois, c'est vraiment de se dire, je veux manager des gens. Quand je voyais mon père réunir, alors des fois, oui, par rapport au disque, hein, lui, c'est un vrai rouge, hein, mais un rouge bordeaux. Hein. Et quand je le voyais dire, oui, mais tu fais pas ça comme ça, nana, et il proposait une solution derrière. En fait, sur le coup, il piquait sa colère, parce qu'il y avait une situation délicate, mal gérée par un chauffeur ou autre. De l'autre côté, il proposait toujours une solution. Et je pense que, ayant participé à toutes ces réunions, parce que c'est encore une fois dans le salon, sur la table à manger, hein, et le regarder, je pense que c'est ça qui m'a toujours animé. Et je me suis toujours dit, après, alors que j'étais accepté à Rémétier plus tard, à Belfort, l'université d'ingénierie à Belfort, etc. Et je me suis dit, à quoi bon en fait sortir d'une grande école avec un bac plus 5 et de se dire, bah ouais, je suis légitime à manager parce que j'ai un bac plus 5. Et je pense que inconsciemment, je voulais absolument être, attention, je ne dégrade aucun métier, pour moi tous les métiers sont importants, mais commencer, comme on dit, en bas de l'échelle, vraiment le plus bas possible, pour connaître la vraie pénibilité. C'est-à-dire, je gagnais mon premier salaire, c'était 1 100 €, et j'étais déjà en dehors de la maison. Donc c'était un peu, voilà, c'était une période très compliquée pendant les premières années, mais aujourd'hui, cette période-là m'a beaucoup apprise. Et je voulais vraiment volontairement commencer en bas de l'échelle pour connaître la pénibilité, savoir comment les gens ils peuvent te manager, mais toi aussi, en fait, quel impact ça a sur ta vie, etc. Et petit à petit, en fait, quand j'ai grimpé les échelons, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je jumpais d'une position à une autre, tout en évoluant en fait, dans le système managérial, c'est de me dire, bah oui, je suis légitime aujourd'hui, je peux dire que je suis légitime à manager les équipes, parce que j'étais en bas de l'échelle, je n'ai pas managé tout de suite en sortant d'une école. Derrière moi, j'ai 15 années d'expérience de management, alors que oui, je suis jeune, mais c'est la réalité. Et derrière, bah en fait, aujourd'hui, plus de 50% des personnes que j'ai managées dans ma vie, je suis toujours en contact avec eux. Donc c'est ça, en fait, pour moi, la plus grande richesse. Et je pense encore une fois que, oui, mon enfance est l'élément qui a déclenché inconsciemment quelque part, quand je me pose un peu comme ça pour me dire, mais à quel moment ça a apparu, je pense que c'est à ce moment-là que ça a switché dans mon esprit. Et aujourd'hui, quelles sont les compétences que tu utilises pour justement manager tes équipes et prendre ces challenges qui te sont donnés avec cette carte blanche? Je pense que d'une part, ça se développe vraiment avec l'expérience. La première étape pour moi, c'est l'écoute. C'est-à-dire que même avant ça, hein, ce que je disais, il faut toujours commencer en bas de l'échelle. Il faut vraiment, même si on intègre un poste de manager alors qu'on ne l'a jamais été avant, il faut aller sur le terrain pendant quelques temps. Vraiment comprendre les personnes qu'on va manager. Comprendre leurs problématiques. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on a des gens, je l'ai vécu, et encore aujourd'hui dans l'entreprise où je suis, j'ai des techniciens qui
voilà, ne sont pas pères de famille, ils ont très peu d'amis et ils aiment bien aller sur la route et travailler. Bon, il y en a d'autres, à contrario, tous les soirs, ils doivent rentrer à la maison parce qu'ils ont des enfants. Et on a l'entre-deux. Mais en fait, si tu ne vas pas sur le terrain et tu ne connais pas ces gens-là et tu ne travailles pas avec, bah, en fait, tu peux dire, attends, j'ai une solution, demain, pour manager mon équipe, je vais mettre ça, ça, ça. Ouais, mais ça risque d'impacter la moitié de ton équipe. Donc, en fait, il faut que tu puisses trouver une solution qui va faire du bien à toute ton équipe et n'exclure personne. Ça fait le parallèle avec ce que tu parlais tout à l'heure avec Rendez-vous chez moi et l'étude de marché. En fait, tu es allé sur le terrain. Et là, de la même manière, ton client à toi, ton client interne, ce sont tes équipes. Ouais. Et en fait, je pense que si tu prenais un peu une feuille de route, une roadmap en fait, de ma façon à moi de procéder en tant que manager, c'est vraiment, tu as toujours une phase d'immersion. Et bon, l'avantage là, c'est qu'en revenant, plus de 3/4 des techniciens, je les connaissais déjà de l'époque, mais n'empêche, je suis quand même parti sur le terrain. Ensuite, tu as la partie vraiment écoute. Il faut que tu puisses écouter les besoins, sonder un peu quel est l'état d'esprit des gens. Et je pense que c'est quelque chose de super important. Et pareil, si on a envie de poser des questions, il ne faut pas poser des questions fermées. Les questions ouvertes, c'est une mine d'or. Vraiment, et encore une fois, pour faire le parallèle avec l'étude de marché, c'est exactement le cas. Ou quand on teste des solutions dans le monde du digital ou physique, tu poses ton objet et tu poses des questions. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Comment tu pourrais l'utiliser? Que des questions ouvertes. Et je pense que dans le système Agile, c'est pareil. C'est qu'est-ce que tu aimes dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Comment tu te sens? Et ne jamais poser de questions fermées. Parce qu'on va biaiser un peu les avis et du coup, on va s'auto-biaiser en fait dans ce qu'on va comprendre et ce qu'on risque de mettre demain en place qui serait peut-être pas sur la bonne voie. Et je pense que voilà, il y a cette partie immersive, il y a la partie écoute et derrière, je pense aussi qu'il y a la partie participative. C'est-à-dire que de pouvoir se dire, OK, au vu de tout ce que j'ai vu ces dernières semaines ou derniers mois, je pense qu'il y a des actions à mettre en place. On fait un plan d'action. Mais maintenant, le plan d'action n'est pas à mettre soi-même de son côté en disant « bah oui, je suis manager, je suis directeur, maintenant vous faites ça parce que je vous ai écouté ». Non, c'est « les gars, on va se réunir ensemble, au vu de ce que j'ai pu récolter et comprendre, je propose ça et ça et ça et ça comme solution. Qu'est-ce que vous en pensez ?» En fait, c'est de faire participer l'équipe à nos décisions. Alors oui, il y a toujours des décisions beaucoup plus stratégiques qui malheureusement, c'est notre rôle à nous d'essayer d'un peu de diluer l'impact que ça peut avoir. Mais je pense que quand ça touche le terrain et les équipes qu'on manage, il faut vraiment les faire participer à nos solutions. Ça leur permet d'être plus engagées aussi. Exactement. Parce que si elles sont partie prenante de la décision, elles seront aussi plus impliquées. Effectivement, effectivement. Et je prends juste un exemple. Lorsque je suis arrivé dans l'entreprise, ils utilisaient ce qu'on appelle un backlog, un fichier Excel très dense, qui a été développé quelques semaines ou quelques mois avant que je revienne. Et en fait, je voyais que l'équipe, par exemple, du back-office, donc c'est ceux qui traitent les ventes et qui lancent en production, donc ils font toute la partie vraiment stratégique en fait, de la vente d'un monte-escalier à l'installation. Ils planifient tout, ils lancent en production et autres. Il y avait à peu près 32 colonnes. Ils n'utilisaient même pas la moitié et le peu qu'ils utilisaient, ils l'utilisaient mal. Et en fait, on s'est aperçu que comme ce n'est pas eux qui l'ont créé, comme c'était pas lisible pour eux, pour le coup, ça posait problème. Et en fait, on avait un suivi mais catastrophique. Du coup, ce que j'ai fait, c'est arrêter d'utiliser le fichier Excel, venez avec moi, et je leur ai ouvert un fichier Excel classique blanc. Quelle colonne tu as besoin pour suivre ton business? Et en fait, ils l'ont créé. Aujourd'hui, ils l'utilisent intégralement, et ça représente 10 colonnes, mais ils l'utilisent et il est à jour tous les jours. C'est du bon sens. Je pense que c'est ce pas de côté, encore une fois, qui fait qu'on a l'impression que c'est du bon sens. Alors moi, je ne m'en rends pas compte parce qu'encore une fois, je le fais instinctivement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font aussi. Mais ça revient un peu au pas de côté, c'est-à-dire se dire, OK, j'ai une idée, mais attends, je fais un pas de côté, je regarde un peu la situation, mais pourquoi pas? Et on teste, on essaye, et ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Il y a des bonnes idées, il y a des mauvaises idées. Quel conseil, toi, tu donnerais à des personnes qui ont ce petit caillou dans la chaussure, qui ne sont pas à l'aise aujourd'hui dans leur vie professionnelle, mais qui n'osent pas? Je pense que pour rester dans l'image du caillou, il faut pouvoir l'enlever, le caillou, et se dire pourquoi il est là.
Vraiment, si on visualise l'exemple, là, se dire pourquoi il est là, qu'est-ce qui a fait que j'ai ce caillou-là? Parce que parfois, ça peut être juste, et encore, tout ce que je dis, hein, c'est vraiment du vécu et c'est mon expérience, j'en fais pas une généralité. Mais moi, je l'ai déjà eu, ce caillou-là, et pas qu'une fois. Et en fait, c'est juste de pouvoir le regarder et de se dire, OK, pourquoi il est là? Quelle est la cause? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma façon de penser qui me bloque? Parce que ça revient un peu à l'exemple de tout à l'heure, se dire que on rentre dans des cases, et est-ce que le fait que absolument vouloir rentrer dans une case, est-ce que c'est ça qui a généré mon caillou? Après, il y a le syndrome de l'imposteur, Oui. c'est ça. Et ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, hein, où je doute complètement. Je dis, mais est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis pas à ma place? Est-ce que j'en suis capable ou pas? Et je pense que ça dépend, en fait. Encore une fois, on revient toujours à ce système-là de pas de côté. C'est de se dire, est-ce que j'en fais une force ou je le laisse? Et je pense qu'il y a des obstacles, il y a des moments de doute, il y a des moments de doute assez forts, conséquents, où on se dit on a envie de tout plaquer, on est au bord du burn-out, etc. Et se dire juste, au lieu de ressentir cet impact-là et d'être impacté, comment on peut tourner la situation et le faire d'en sortir plus fort, et en fait que ça ne devienne même pas un caillou, mais une opportunité. Et je pense, pour ma part, d'avoir ce mindset-là, c'est ça qui m'a permis à chaque fois de rebondir. Au rendez-vous chez moi, quand je l'ai fermé, j'étais au bord du gouffre. Parce que je me suis investi, j'ai fait beaucoup de nuits blanches, j'ai sacrifié beaucoup de moments de ma vie, de ne pas voir mes enfants grandir pendant 3-4 ans, pour le développement, pour ce projet-là. Et aujourd'hui, en fait, quand tu arrives à un bilan où tu closes ton entreprise et tu reçois les papiers administratifs, tu te dis, est-ce que tu as perdu ton temps ou est-ce que tu l'as investi? Tu vois? Et je pense que si tu vas tout de suite sur le côté perte, bah, tu vas te retrouver avec un rocher dans la chaussure. Ouais. Si tu vas sur le côté investissement, tu te dis, ça fait mal. Moi, j'ai passé des nuits blanches par la suite, hein, parce que j'étais pas bien. Et c'est une réalité, il faut le dire, il ne faut pas en avoir peur, hein. Moi, je le dis ouvertement, j'ai passé des semaines à faire des nuits blanches par la suite parce que je m'en suis voulu, parce que j'ai sacrifié des moments de famille, parce que mes enfants ne m'ont pas vu à la maison, etc. Mais derrière, en fait, c'est de l'investissement parce que j'en suis sorti plus fort. Et aujourd'hui, je peux le dire fièrement, en fait, j'en suis sorti clairement plus fort parce que j'ai eu vraiment cette énergie d'entrepreneuriat qui a fait que aujourd'hui, tout ce que j'entreprends, même au sein d'une entreprise en tant que salarié, j'ai cette casquette d'entrepreneur en me disant, OK, comment améliorer mon business sans taper dans le budget de la boîte? T'as le mindset. C'est le mindset exactement du ça. coup, intrapreneur, finalement. Exactement. Et c'est ce mindset-là, et ça tombe bien que tu sortes ce mot-là aujourd'hui, parce que j'ai fait une réunion la semaine dernière, c'est exactement ce que j'ai demandé à mes équipes, l'intrapreneuriat. Vous êtes tous, en fait, chefs d'un pôle. Maintenant, switchez de mindset et travaillez comme des intrapreneurs. Et je pense que c'est une force, en fait. Ok, donc le caillou de la chaussure, c'est en faire une opportunité. Identifier quelle est l'opportunité, Exactement. faire ce pas de côté. Tu as ramené un objet. Ouais. Quel est-il? C'est un élastique. Un élastique. Alors oui, j'ai pas les cheveux longs pour le mettre. Non, cet élastique-là, en fait, c'est l'élastique de ma fille. Il faut savoir une chose, depuis qu'elle est née, j'ai toujours un élastique à elle autour du poignet. Ma femme s'en sert comme une roue de secours au cas où si elle a les cheveux qui sont lâchés au bord de la mer et que ça vole dans tous les sens. Et en fait, pour moi, c'est une force parce que ma fille, par exemple, sur mon ordinateur portable professionnel aujourd'hui, hein, le post-it, bon, la colle, elle tient plus, du coup, j'ai dû scotcher. Elle m'a laissé un petit mot et en fait, à chaque fois, le fait d'ouvrir le PC, de voir ce petit mot ou en moment où je suis en train de réfléchir, j'ai cet élastique-là que je touche, ça peut paraître très bizarre. Mais en fait, ça me ramène les pieds sur terre sur différents points. C'est-à-dire que des fois, quand mon esprit s'envole, ce serait bien que j'achète ça, ou que j'investisse dans ça. Je touche, je fais, OK, est-ce que c'est bien pour ma situation? Est-ce que c'est bien pour ma situation professionnelle? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose surtout? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment? Et pareil, dans le monde professionnel, si je veux faire telle ou telle chose, en fait, c'est mon côté apaisant. Vraiment. Et il faut savoir une chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à ma fille que j'avais lancé Rendez-vous chez moi. Donc, si je ne l'avais pas eu à ce moment-là, peut-être que je ne l'aurais jamais lancé. Donc, en fait, cet élastique-là, en fait, je l'ai au quotidien. Alors, des fois, il change. Des fois, c'est le bleu. Des fois, c'est un peu un autre, etc. Mais j'en ai toujours un. Et ça me permet vraiment de garder les pieds sur terre et de me dire, OK, tu travailles.
parce que tu en as l'envie, parce que tu as l'ambition d'eux, tu as besoin d'être nourri, mais tu sais aussi pour qui tu travailles. Et là, c'est mon côté père de famille qui me ramène un peu à plein de raisons comme ça, où dire, ok, tu travailles aussi pour toi, mais aussi pour quelqu'un qui est derrière toi, donc ma famille. David, merci. Merci beaucoup, Julienne. Merci pour ce partage. On se retrouve dans un prochain numéro de Cap ou pas Cap avec un nouvel invité.